Et salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Deuxième épisode des sorties solo. Le premier épisode, celui du mois d'avril, a super bien marché. Plus de 6000 vues. C'est l'une des vidéos les plus vues de ma chaîne. Plus de vues que d'abonnés, c'est exceptionnel. Merci à vous. On va reprendre du coup la même formule mois après mois. On va essayer toujours d'être assez bref, parce que ce sont des jeux auxquels la plupart du temps, même l'immense majorité du temps, je n'ai pas joué. Mais d'essayer comme de vous expliquer un petit peu le petit gimmick particulier. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les jeux qui vous intéressent le plus, à me donner un peu plus de détails pour les jeux où je suis allé un peu vite. N'hésitez pas non plus à me dire s'il y a des petites erreurs, parce que il y a assez peu d'informations sur ces jeux, sur les dates de sortie, tout ça, c'est toujours un petit peu flou. Donc moi je fais avec mes maigres moyens, mais ils sont vraiment très maigres. Il y a certains jeux que j'avais annoncés en avril qui vont ressortir, qui vont finalement sortir ce mois-ci. Je vais en parler de certains. Peut-être que d'autres ne sont pas vraiment déjà sortis et vont sortir maintenant et que je ne suis pas au courant. Enfin bref, il peut y avoir des erreurs. Le but c'est d'avoir une idée de ce qui va sortir. Et on va parler de 29 jeux cette semaine, donc il va falloir s'accrocher. Petit ajout bonus. On m'a dit que ça serait bien de faire un petit résumé à la fin des jeux qui me marquent le plus ce mois-ci, que j'attends le plus. Et bien c'est ce que je vais faire. Je l'avais un peu fait dans l'épisode d'avant, mais en cours de vidéo, bah là à la fin il y aura un petit récap de ce que j'attends le plus. Donc 29 jeux et on va commencer semaine après semaine. Mais tout d'abord, dernier petit encart, je tiens à remercier la zone de jeu de Gaël et Chico qui m'ont inspiré pour cette série de vidéos. Et du coup, le mois passé, ils ont pas mal mis en avant ma vidéo pour parler des jeux solo. Donc n'hésitez pas, si vous êtes aussi intéressé par les jeux multijoueurs, parce que ici on va parler que des jeux solo, donc on va écrémer pas mal la liste, et n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Gaëlou et Chico. La vidéo des sorties du mois de mai devrait pas tarder à sortir si ce n'est pas déjà le cas. Je vous mettrai le lien de leur chaîne en vidéo. On commence le 3 mai. Le 3 mai, on a 3 jeux. 3 mai, 3 jeux, 10 mai, 10 jeux, 17 mai, 17 jeux, bien évidemment. La règle universelle de Pi, bien évidemment. On commence donc, c'est faux, hein. Donc on commence par le vendredi 3 mai, 3 jeux, ça c'était pas une connerie. Et le premier, ça sera le microgame du mois. C'est toujours un petit peu l'événement. En tout cas sur ma chaîne, dès que je sors une vidéo sur un microgame, ça marche pas mal. Le dernier microgame, Marée, était plutôt chouette. Et cette fois-ci, on va parler du compte des 9 domaines, toujours édité par Matago, toujours un button shy initialement aux États-Unis. C'est un jeu de Scott Schiss et illustré par Valentina Segovia. Alors, malheureusement, Valentina, on se rend tout de suite compte que le jeu n'est comme pas d'une extraordinaire beauté. Mais bon, c'est pas grave, il n'y a pas que la beauté qui compte dans la vie, bien évidemment. Donc ça va être un jeu en fait d'utilisation de ressources. On va essayer de faire des constructions, c'est-à-dire que en début de game, on aura par exemple ces deux cartes là qui seront posées devant nous, positionnées de manière horizontale. On voit ici qu'on a une petite ressource et ici une petite ressource. Ça veut dire qu'on a ces deux ressources, un fer et un blé. Alors je sais pas exactement ce que c'est. Et du coup, on va pouvoir créer un des bâtiments présents sur les cartes. Pour celui-ci, il faut avoir les deux ressources là. Pour celui-ci, il faut avoir les deux ressources là. Donc si j'utilise cette ressource et cette ressource, et je peux créer ce bâtiment qui ira donc dans une colonne. Du coup, on aura enfin créé l'école qui nous rapportera, en l'occurrence, aucune ressource, mais par exemple, si j'avais créé le sawmill, j'avais toujours un bois à chaque tour. Et donc finalement, on va utiliser des ressources pour créer des bâtiments, et ces bâtiments, à quoi ils vont nous servir? D'essayer de faire le compte ou le comté des 9 domaines. C'est peut-être le comté, je ne sais plus comment il s'appelle, non c'est le compte. Non, c'est bien le compte. Et donc on va devoir créer l'un des 9 scoring finaux qui vont nous demander d'avoir créé des bâtiments bien précis. Et le but en fait c'est d'essayer d'avoir créé 3 domaines, la partie se terminera au bout de 3 domaines, le plus rapidement possible, parce qu'à chaque tour, à chaque pioche qu'on a terminé et qu'on va relancer du coup pour une deuxième vague, on va perdre 2 points de victoire. Donc le but c'est d'être assez rapide, de choisir de manière stratégiquement les ressources qu'on a utilisées et dépenser pour créer des bâtiments qui eux aussi vont nous donner des ressources et vice versa. Bon, est-ce que c'est vraiment top ? Je ne sais pas, en tout cas c'est pas très beau, c'est pas ultra attirant, mais pourquoi pas un petit jeu d'engine building, pourquoi pas. Le deuxième jeu de cette semaine, ça sera une troisième itération, un de mes flip and write préférés. Le deuxième opus ne m'avait pas spécialement convaincu, et là on arrive sur le troisième opus. Il s'agit de Next Station Paris, un jeu toujours de Matthew Dunstan et édité par Blue Orange. Une petite maison d'édition pas très loin de chez moi, enfin petite, ils sont quand même assez réputés. On est donc sur un nouvel opus. On voit tout de suite ici la nouvelle grille de jeu, donc c'est toujours un flip and write. On va retourner des voies de métro qui vont nous dire qu'on doit rallier une nouvelle ligne. Donc par exemple, on commence sur le triangle parce qu'on a le crayon triangle, ça nous dit qu'il faut rallier cette ligne à un rond. Soit je fais un trait vers ce rond là, soit un trait vers ce rond là. Le but étant de faire la ligne qui va
dans un même quartier rallier le plus de zones et la ligne qui va également traverser le plus de zones parce qu'à la fin de la partie, la ligne verte va me rapporter des points par la zone où j'ai rallié le plus de zones de rames de métro sur un carré multiplié par le nombre qu'elle a traversé. Bref, c'est très flou, mais il faut essayer de faire un truc chouette. Le premier était simple, le deuxième était un peu plus compliqué, celui-ci se veut le plus simple des trois parce que normalement on ne peut pas croiser, non pas les urines bien évidemment, mais pas non plus les voies de tram, sinon il y a explosion. Et bah là, grâce à la joie de Paris, on va pouvoir utiliser l'aéroport Charles de Gaulle, j'imagine, puisqu'on va pouvoir avoir des trajets aériens, c'est-à-dire qu'on va pouvoir passer par-dessus. Hein, on voit ces zones de croisement, et même croisé léger, cette fois-ci, ça va nous faire des points supplémentaires. Donc c'est un jeu avec un petit peu moins de difficultés, un petit peu moins de restrictions. Moi j'aime toujours beaucoup le premier, j'en ai quasiment une 60aine de parties. Celui-ci, du coup, qui se veut encore plus simple, m'intéresse pas plus que ça, il faut se le dire, mais c'est une belle entrée de gamme. La grosse sortie, mais la très très grosse sortie de ce mois-ci, c'est un jeu Awaken Realms, un jeu à 155 €, un jeu, c'est fait par qui? Par Andrzej Petelewicz, Krzysztof Piłkowski, Paweł Samborski et Marcin Belkork, bien évidemment, avec des artistes que je n'ai pas non plus prononcés parce que je me suis déjà suffisamment humilié. Il s'agit de ISS Vanguard, donc Awaken Realms. C'est un jeu qui m'attire beaucoup, un jeu qui peut se jouer en campagne, qui se joue même plutôt en campagne, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez faire simplement des missions toutes seules dans leur coin. À mon avis, c'est probablement moins intéressant, mais il y a un jeu, potentiellement un jeu un peu d'escarmouche, mais ce ne sont pas du tout des escarmouches. D'ailleurs, c'est un jeu qui fait beaucoup de choses, et je ne sais pas exactement comment vous le résumer. C'est un jeu spatial, un peu d'exploration. On va essayer de trouver un peu des terres où on va pouvoir se poster, hein, c'est classique dans le domaine. On va avoir un gros livre d'événements, d'histoire, etc. On va avoir de l'amélioration de vaisseaux, on va avoir un petit côté un peu RPG. On a l'air d'avoir énormément de choses et surtout une foultitude d'extensions. Parce que si le jeu est en 155 €, c'est sans les extensions. On peut facilement monter. Très clairement, c'est un jeu, même si j'en sais pas grand chose. S'il y a un jeu où je dois craquer ce mois-ci, c'est celui-ci. Alors est-ce que je vais le faire? Je sais pas, parce que je vais partir en vacances, je vais partir à Disney pour 3 jours. Ça va me coûter déjà 1800 € sans la bouffe. Donc, c'est pas sûr. Mais franchement, il me fait sacrément envie. Allez, on passe au 10 mai, la semaine d'après, la semaine des grands ponts, parce qu'on va enchaîner les jours fériés, avec 3 jeux. Bah oui, c'était pas 10 jeux, c'était une blague bien évidemment. 3 jeux, dont un que j'ai déjà à la maison, et ce premier jeu que j'ai déjà à la maison, c'est Eternicium, un jeu des mêmes éditeurs et auteurs de Valrock, dont normalement vous avez déjà vu la vidéo, parce qu'elle a dû sortir jeudi dernier, si je me suis pas planté sur le planning. Un jeu de Thomas Carlier, pardon, comme Valrock, et illustré par Baptiste Pérez. C'est un petit jeu, alors on va essayer de vous trouver tout de suite l'image qui va bien. Allez, comme moi j'ai reçu la boîte de l'éditeur, je me tâte à acheter le petit playmat qui, très sincèrement, ne sert pas à grand chose parce que c'est pas difficile de positionner 4 fois 3 cartes, mais bon, quand je reçois un jeu, j'aime bien quand même acheter la petite extension, le petit truc, histoire de soutenir un petit peu. C'est un jeu de deck building, le but c'est de défausser totalement ces cartes-là. Les cartes-là, cette carte-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut défausser une carte avec exactement le même symbole. Assez simple. Sauf que petit à petit, il va y avoir de plus en plus de symboles qui vont s'afficher sur les cartes, ça va devenir de plus en plus compliqué. Donc pour ça, on va pouvoir acheter des cartes du marché qui vont juste nous donner des symboles, ou alors qui vont nous donner des petites capacités particulières. Mais quand on veut acheter une carte du marché, on va faire un retour en arrière, c'est-à-dire que les cartes de la pioche qu'on a défaussées, on va les remettre au-dessus de notre pioche, c'est-à-dire qu'on va devoir les revalider une prochaine fois. Ça reprend un peu l'expression, si tu avances, si tu recules, comment veux-tu que je te... Ou plutôt, reculer pour mieux sauter dans un meilleur français, mais comme ce sont des Belges, ça m'étonnerait pas que l'expression originale, ça soit la première. Un petit jeu de deck building, du coup, où c'est le premier qui a réussi à défausser totalement qui a gagné. C'est un jeu qui, sans m'enthousiasmer énormément par son côté esthétique, finalement cette petite mécanique de reculer pour mieux sauter me donne envie. En solo, on va avoir finalement une sorte de scénario, 10 scénarios je crois, avec un niveau de difficulté, avec une pioche un peu plus importante, avec des objets qui sont prédéfinis. Ça va être plus du puzzle game, du casse-tête,
qu'un vrai jeu de deck building, mais il me semble que c'est pas très cher et je suis pressé de l'essayer. Il est à la maison, il faut juste que je prenne le temps. Prochain jeu, un jeu que j'ai vu au Fige quand j'étais sur les showrooms, mais j'étais pas vraiment invité. Alors j'avais le droit d'y aller, mais j'étais pas dans la petite visite, la petite partie saucisse organisée. Et donc je voyais tous des plus grands influenceurs et des boutiques, etc., se faire pitcher des jeux. Puis moi j'étais un peu là, l'oreille un petit peu traînante, et il y avait un jeu qui comparait un petit peu à ce flip and write de Bruno Calatala avec les multiplications, etc., le Trek 12. Et en fait, là, en regardant un petit peu le pitch, j'ai pas vraiment compris le rapport avec Trek 12, donc bon, peu importe. Il s'agit de Rivage. Un Rivage, c'est édité par Catch Up Games. D'ailleurs, je vous ai pas dit les prix, c'est 18 € pour celui-ci. C'est un jeu de Joachim, Tom et Xavier, enfin pour l'illustration, Xavier Guénifé Durin. Ça va être un jeu de flip and write, de draft and write, c'est-à-dire qu'on va avoir 7 petites cartes, par exemple, qu'on aura piochées en début de partie, une seule, et puis le but va être de cocher des cases dessus. Comment on va cocher des cases? En piochant les cartes qui sont là, bien évidemment. En piochant ces cartes, vous voyez, même si c'est un petit peu flou, que vous avez 3 lignes. Vous aurez 2 cartes en main, donc vous devrez choisir une des 2 cartes. Et sur cette carte-là, vous choisirez la ligne de coche. Ici, ça veut dire que vous allez pouvoir cocher 2 zones marron et une zone bleue adjacente. Ici, des petits télescopes, je ne sais pas ce que ça veut dire, etc. Donc vous cochez, et ensuite vous passez les cartes au suivant. Ça fait un draft. Donc quand une carte est totalement pleine, vous récupérez. Et chaque petite carte que vous allez cocher, finalement, va être différente, avec des scorings un peu différents. Ici, ça veut dire que si vous avez coché totalement là une zone verte, vous gagnez 1 point de victoire. Si vous avez coché une deuxième zone verte, vous gagnez 2 points de victoire supplémentaires, etc. Donc quand vous avez fini totalement les scorings d'une carte, vous en piochez une autre, etc. Je ne sais pas du tout comment ça se joue en solo, comment est simulé ce draft, mais je trouve ça plutôt sympa, ces petits scorings qui vont changer, ce draft, ces petites cartes, ça me fait penser un petit peu à la guilde des expéditions marchandes, donc c'est un feeling que j'ai bien aimé, ça a l'air d'être assez simple, plutôt coloré. C'est un jeu qui m'intéresse. Je pense que je vais me le prendre. Je vais quand même demander à l'éditeur si ça les intéresse que j'en parle en recevant une boîte, mais au pire, je pense que je me l'achèterai parce que 18 € c'est pas très cher et franchement, ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit flip and write. Ensuite, un jeu aussi que je pense m'acheter. Il s'agit, allez, je vous spoil direct, il s'agit de Temple Code, un jeu qui est fait par Johan Levé, illustré par Jib et aux éditions Banquise Éditions. Il y a une vidéo sur la chaîne Un Monde de Jeux qui est sortie pendant les Sabliers d'Or. J'avais vu leur partie multijoueur, ça m'avait plutôt bien plu. Clairement, c'est une version un peu revisitée du Mastermind, c'est-à-dire que vous allez avoir une carte devant vous. Ici, celle-là, si on zoome un peu, c'est pas plus zoomé, on voit qu'il y a un truc jaune, un poisson rose et un truc bleu. Le joueur doit essayer de deviner son code, dans le bon sens. Sachant que chaque joueur devant lui a 2 autres cartes. Donc forcément, si un joueur a cette carte-là devant lui, ça veut dire que ce n'est pas la carte que lui doit deviner. Donc il va pouvoir choisir une carte chez un autre joueur et il va la placer juste au-dessus de sa carte. Et puis on va regarder s'il y a des concordances. Les informations qu'ils vont pouvoir nous donner, c'est est-ce que les 3 dessins de ma carte sont présents sur la carte que j'ai pris à un joueur, et est-ce que c'est au bon endroit? Un peu l'idée du mastermind, noir, la valeur est exactement au bon endroit, blanche, elle est présente dans mon code, mais pas au bon endroit. Et donc, l'info, c'est aussi que il n'y a aucune autre carte avec exactement les 3 mêmes symboles. Donc, petit à petit, vous allez pouvoir croiser les informations et essayer de trouver en moins de coups possible le code de votre petite plaquette. Et donc, vous allez faire ça en solo, avec 2 cartes à chaque fois. Et le but, ça va être, avant d'avoir fini votre pioche de cartes, d'avoir validé le plus de codes possible. Un petit jeu assez rapide où on enchaîne les déductions, où il va y avoir un petit peu de logique et de combo. Si on sait que c'est pas ça, ça peut pas être ça, ni ça, ni ça, ni ça, et donc ça peut pas être ça, ni ça, ni ça. Et donc moi c'est le genre de déduction que j'aime bien, où on a des déductions en chaîne avec une seule petite déduction. Ça du coup ça coûte 16 €. Clairement, ça m'intéresse, je vais me le prendre, c'est une certitude. Je vous en parle rapidement parce qu'il est à moitié sorti sur avril et à moitié sorti sur décembre. On parle de Marvel Dice Throne, dont je vous ai sorti une vidéo sur la chaîne. Petite variante solo avec un titre un peu putaclic. La variante solo qui change tout. Putaclic, et ça a fait putacliquer. Le jeu sort en France en 2 boîtes de 4 personnages. La première boîte, celle que je ne vous ai pas présentée parce que je ne l'ai pas, est sortie, sort normalement hier. Et donc la prochaine sort le 17 mai, parce qu'on a changé de semaine, j'ai oublié la petite intro, le 17 mai ça sort, et donc c'est la boîte que je vous ai présentée, qu'on voit ici, enfin qu'on voit à moitié ici avec Doctor Strange, Black Widow, mais également avec Black Panther et Captain Marvel.
Moi forcément je suis un énorme fan de Marvel Dice Throne, donc je suis bien content d'avoir pu avoir une boîte et d'y jouer. Clairement c'est un gros coup de cœur, mais on va passer rapidement, ça reste du Marvel Dice Throne. Un jeu dont je n'avais jamais entendu parler, et ce 17 mai, c'est un peu la journée des découvertes. Il y a plein de jeux dont je n'avais jamais entendu parler. Là, c'est un jeu qui sort en collaboration avec le festival Alchimie Jeux de Toulouse. C'est un jeu qui sera vendu en exclusivité sur le festival, mais qui sortira après dans le commerce, parce qu'on peut l'acheter sur Ludum. Un jeu à pas grand chose, à 11 €, édité par Subverti, qui font pas mal de petits jeux. Je pense que c'est une société toulousaine, parce qu'il y a souvent Romaric Gallonnier qu'on trouve dedans. Et donc là, c'est le designer, illustré par Baptiste Pérez, comme quoi comme Rivage, je sais plus, on a entendu son nom tout à l'heure. Dédale, ça m'a l'air d'être un petit jeu. Vraiment petit jeu qui se joue en solo, un jeu coopératif où on va essayer de faire sortir, non peut-être pas le Minotaure, mais de le coincer et nous de sortir. Et globalement, on va devoir mettre des petites cartes les unes à côté des autres pour faire des zones de couleurs, pour faire des trucs patati patata, avec des petits défis. Ici, on voit enfermer le Minotaure dans une salle comportant au moins 10 dalles de même couleur, et donc voilà, on voit que là le joueur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il a réussi son scoring rouge. Alors c'est écrit jaune, je sais pas si c'est que pour ça marche qu'avec le jaune, aucune idée, mais donc voilà, c'est un petit jeu de pose de cartes où on va essayer de faire son petit labyrinthe et valider des défis de manière successive. Très franchement, je pense que c'est vraiment un petit jeu de commande. Je suis pas sûr que ça soit ultra palpitant, mais pourquoi pas, un petit jeu familial, ça fait le petit souvenir quand vous êtes au festival Alchimie du jeu, pourquoi pas. Un autre jeu, surprise totale, Chocobo's Dungeon, The Board Game. Chocobo's Dungeon, c'est une série de dungeon RPG éditée par Square Enix où on utilise le petit Chocobo. Ce sont des dungeon RPG, donc vous savez, ce sont ces jeux vus du dessus. Vous avancez case par case et vous voyez aussi les ennemis avancer case par case. Donc il y a une côté level up, il y a beaucoup de côté farming, stuff, récupération de composantes pour s'améliorer. Souvent on va retourner dans une petite ville qui est plus un hub central pour faire nos potions, etc. Et on va repartir à l'aventure. Des jeux qui sont très longs, très chiant pour beaucoup de monde, et moi j'aime bien. Mon premier a été notamment Pokémon Mystery Dungeon, hein. Et puis j'ai enchaîné sur pas mal de Chocobo's Dungeon, celui sur DS, sur Wii. Et donc là il y a un jeu Chocobo's Dungeon qui sort, forcément c'est édité par Square Enix, ça coûte 50 balles. Je sais pas du tout si c'est bien, je sais pas du tout si c'est intéressant, mais d'ailleurs ça n'a pas l'air du tout d'un dungeon RPG, je vois pas du tout de salle où on avance. Alors si, est-ce que c'est ça? Mais là c'est pas vraiment une salle, c'est un volcan où on va marcher. Ça m'a l'air très étonnant. On a un petit plateau pas personnel, ça a l'air d'être un étage de donjon parce qu'il y a écrit deuxième étage, second floor, mais ça m'a l'air assez simpliste, beaucoup moins poussé que les dungeons RPG, mais plutôt mignon. Ça a l'air d'être vraiment un produit qui est un produit, encore une fois, plutôt de licence. Poids de 1,5, mais je sais pas si c'est vraiment pas un poids qui a été défini comme ça par BGG quand il n'y a pas d'infos, parce que ça me semble comme très simple, 1,5. Ça me donne envie. Après 45 € pour un produit de licence qui est probablement peut-être pas fou, je sais pas, mais ça donne envie, il faut le dire quand même. Un autre truc qui donne envie, même si je pense potentiellement être déçu, mais je me l'achèterai, ça c'est une certitude, parce que ça m'a vraiment titillé. Un jeu qui associe deck building et auto-battler, mes deux passions dans la vie, j'adore les deck building et j'adore les auto-battlers. Il s'agit, alors il n'est pas sur BGG parce que c'est un petit produit purement français, fait par Franz Couderc, qui n'est probablement pas marseillais, et illustré par Gabriel Iacono. Il s'agit de The Smashers Coach Battler. Franchement, je vous ai tout dit, on est dans un sport futuriste qui s'appelle le Legendary je sais pas quoi, on s'en fiche, et on va chacun avoir une petite zone où on va placer des unités qui sont des cartes, et on voit un tout petit peu sur ces cartes qu'il y a des icônes, et j'imagine que si on les met côte à côte, ça va activer des bonus, donc on va pouvoir acheter des nouvelles cartes, choisir la répartition, et une fois qu'on a foutu nos cartes, le combat va se lancer tout seul. Bien sûr, on peut les stuffer avec des objets. Je pense que c'est très familial, très limité, mais moi ce côté auto-battler avec potentiellement des stratégies multiples, des combos, moi je suis GT, parce que ça fait quand même maintenant longtemps que j'ai pas joué, un gros joueur de Battlegrounds sur Hearthstone. J'y ai passé des heures et claqué des centaines d'euros pour acheter les skins alternatifs, etc. Moi ça me donne très envie. Après c'est un jeu à seulement 29 €, donc j'imagine qu'il y a peu de contenu, donc peu de cartes, donc peu de synergie. Probablement que c'est un jeu un peu simpliste quand même, mais j'aurais pu vous mettre la petite vidéo en même temps, hein, ça aurait été un peu plus cool.
mais moi clairement ça me donne envie. On verra si je vais être déçu ou pas. Voilà, maintenant je vous en parle très rapidement. Hollywood 1947, il me semble que j'en ai déjà parlé le mois passé. C'est cette petite gamme comme Salem, comme Tortuga, etc. qui sont dans une belle édition avec un livre. Ça fait des beaux objets de collection, hein, si on les enchaîne tous comme ça. Ce sont plutôt des jeux à rôle caché, des jeux qui se jouent plutôt en multijoueur, mais ils ont tous un mode solo qui est probablement plutôt un peu pourri. Mais en tout cas, si jamais vous voulez les acheter pour jouer en solo, en multijoueur, il y a un petit mode solo pour peut-être vous entraîner. Je vous en avais aussi parlé, je l'avais plutôt mis pour fin avril, je crois qu'il n'est toujours pas sorti. Le nouveau dossier criminel Mystère dans la Vallée des Rois, gamme de jeux d'enquête que j'aime beaucoup, forcément qui ne sont pas rejouables, mais qui sont non destructibles, je le précise parce qu'on m'a envoyé un petit commentaire cette semaine pour savoir si on pouvait réutiliser les jeux. Un niveau de difficulté cette fois-ci qui se veut normalement un peu plus compliqué, c'est ce qu'on m'avait dit, même si c'est écrit 3 sur 5, donc apparemment ça change pas, je ne sais pas. Peut-être qu'on m'a menti, mais ça c'est à peu près sûr que je vais le faire avec ma compagne, mais ça se joue tout seul bien évidemment. Encore un jeu dont je n'avais jamais entendu parler, est-ce que ça sera la bonne idée du mois de faire ce jeu? Je suis pas sûr, je pense que c'est pour un public très particulier, très niche. Un jeu édité par Matago à 53 €, il s'agit de Escape from New York, l'adaptation d'un film, d'un succès apparemment de John Carpenter. Alors autant je connais John Carpenter, autant je ne connais pas Escape from New York, mais j'imagine que c'est un jeu un peu plus vieux que moi, parce que moi je suis né en 90, et d'ailleurs aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'ai donc 34 ans, même si ça se voit pas à la quantité de cheveux que j'ai sur le crâne. Apparemment on est dans New York qui est devenu une prison géante et on doit essayer de se barrer. Un jeu qui sur le papier associe deck building et je sais plus quoi, je ne sais plus comment il l'avait dit sur Ludum. En pratique, on a des cartes en main, c'est plus de la gestion de main avec des actions. Défausser cette carte pour récupérer 3 autres cartes, défausser cette carte pour activer tel truc sur le plateau. On voit qu'on peut se balader dans New York, et aller potentiellement ouvrir des prisons ou je sais pas quoi, essayer de retrouver la valise du président de la République et sauver nos fesses. C'est un jeu à licence, je suis pas sûr qu'aujourd'hui ça soit une licence qui donne vraiment très envie, mais après tout, les joueurs de jeux de société sont quand même plus vieux que moi en moyenne, donc peut-être que ça vous parle, mais je pense que ça va bider, 54 € pour ce jeu, je suis pas sûr, c'est pas forcément une question de prix, mais comme c'est un jeu, si c'était un jeu à 30 balles, bon, on tente, allez, peut-être que c'est rigolo, mais 54, il faut avoir envie d'y aller. Prochain jeu, je vous le cite, un petit jeu multijoueur en solo, je suis pas sûr que ça casse forcément des briques, on me l'a pitché au fige, mais, on m'a pitché le solo au fige, mais c'était pas l'auteur, c'était j'allais dire un pigiste, mais un prestataire, enfin pas un intermittent du spectacle, quelqu'un qui venait aider, donc il connaissait pas forcément le mode solo en lui-même. Il m'a pitché le multijoueur, il s'agit de Flowers, un jeu de Paul-Henri Argeau, donc celui qui fait les ricochets, si je dis pas de bêtises, et illustré par Gély Courrier. C'est le premier jeu de la mission Actarus édition. D'ailleurs, il y a une vidéo sur la chaîne de la zone de jeu de Galéo Chico. Un petit jeu qui est un jeu avec un thème tout joli, on a des jolies petites cartes. Le but, ça va être de faire des zones. À chaque tour, on va piocher une carte, il y a 4 couleurs de cartes, et ces cartes, c'est numéroté de 1 à 4. La règle des 4, assez simple. Vous tirez une carte, vous la mettez, et vous voyez, voilà, on va zoomer encore, que le but va être de faire des zones de même couleur. Si on fait que des zones bleues, ça va marquer des points. Une zone avec la plus grande zone verte va marquer des points. La plus grande zone jaune va marquer des points. Sauf que, petite particularité, ces cartes-là, elles vont peut-être être défaussées. Parce qu'il y a des chiffres. Pour que ces cartes, une carte 2 reste, il faut qu'elle soit adjacente à une autre carte 2. Il faut faire une zone de 2-2. Là, on voit que c'est bon, donc ça resterait. Là, il a mis une carte 3, pour que la carte 3 jaune reste, il faut qu'il y ait 3 cartes 3. Il a fait 1, 2, 3. En fait, là, il a fait un super parquet, un super jardin, parce qu'il a mis 3 zones, parce qu'il a mis 3 cartes 4 et qu'il va en rajouter une 4e. Donc clairement, là, c'est du perfect. Il lui manquera plus qu'à valider le 2 qui est tout seul, mais au pire, franchement, il a très bien joué. Voilà, le but, ça va être de faire des zones d'une couleur, mais de coller aux chiffres pour que ça puisse faire des zones ensemble, et donc il va falloir faire le plus gros scoring. En solo, j'imagine que c'est un peu pareil, qu'on va jouer jusqu'à ce que, on puisse plus, ou un truc comme ça. Un petit jeu, un petit casse-tête, probablement plus sympa. En multi, mais plutôt que à 2, parce que ça prend quand même pas mal de place. Hein. En fonction de la manière dont vous étalez, ça peut, j'ai vu que là, ils jouaient aux fiches sur des petites tables rondes, des petites tables un peu juste pour lancer des dés à la sauvette à côté de la tour Eiffel, franchement à 2 joueurs ils étaient déjà un petit peu serrés, hein, donc il faut faire attention. Je vous en parle très rapidement, mais je l'ai pas mis, si je l'avais mis, qu'est-ce que j'ai fait, hop, ouais, il est là,
Allez, mais je vous en parle quand même très rapidement. Il y a la nouvelle extension, en tout cas au niveau de Horror Arkham. Il y a la nouvelle édition du Dévoreur de rêves qui sort. Alors c'est pas encore la boîte avec la campagne qui sortira au mois de juin, c'est la boîte avec juste les cartes investigateurs, donc les cartes pour deck builder, c'est toujours comme ça, ils sortent d'abord les cartes pour améliorer son set, et après quand vous êtes prêt, que vous avez bien deck buildé, bah boum, vous partez à l'aventure. Donc ça va coûter, je crois, je sais plus les cartes. Investigateur, c'est 30 € je crois, et c'est la campagne qui coûte la blinde, ouais ça va être ça, ou l'inverse, je sais plus. Donc clairement, si vous avez déjà la première édition, je ne pense pas que ça change grand chose, à part peut-être des errata, mais des fois dans les rééditions, il y a des fautes qu'il n'y avait pas au départ, et je crois vraiment pas qu'il y ait de trucs de contenu supplémentaire. Par contre la boîte est superbe, et je n'ai pas fait cette campagne-là, ni les cartes là, je possède le Dévoreur de rêves, mais j'y ai jamais joué, donc je ne vais pas vous dire grand chose, mais c'est Horror Arkham, donc c'est forcément très chouette. Allez, maintenant on va passer au 24 mai, il nous reste encore un peu de taf, je suis un peu plus long que ce que je pensais, on va accélérer un petit peu. Sur Seaside, je vous en ai déjà parlé, Littoral en français, ça sort apparemment au mois de mai, un petit jeu où on va fouiller dans son sac, que on va voir ici sur la boîte là. On fouille dans le sac pour récupérer des petits jetons, et les petits jetons, on peut choisir si on les pose recto ou verso. Ça va nous donner des ressources. Si par exemple on met un coquillage, boum, on le met dans la mer qui est la zone centrale. Si c'est un petit crabe, pareil, mais on rejoue. Et si par exemple je reprends une carte et que je décide de prendre les rochers, à partir du moment où j'ai 2 rochers, je récupère tous les crabes du rivage et j'en pique un à tout le monde. Le but étant de faire sa petite zone, chacun dans son coin, et à la fin on compare notre pile de jetons. Celui qui a récupéré le plus de jetons gagne. Un jeu qui est très rapide à jouer, les règles qui sont super simples à comprendre. C'est un petit côté actif, un petit côté de stop ou encore allez je rejoue en espérant avoir le petit truc qui va faire que je vais récupérer tout le jackpot. Franchement très addictif. En solo, on va jouer tout seul, bien évidemment, c'est le principe du solo. Le but étant la partie s'arrête quand vous avez récupéré 7 crabes, quand vous avez récupéré 7 coquillages, quand vous avez... Donc en fait, le but, ça va être d'essayer de faire un petit peu tout, de ne pas partir que dans une stratégie et de jouer, d'essayer de tenir le plus longtemps possible pour avoir le plus de jetons. J'ai fait que 2 parties en solo, il faudra que je me réchauffe un petit peu et pour vous en montrer une partie. Je pense que le solo n'est pas le cœur du jeu, mais ça m'a l'air plutôt sympa quand même, un petit jeu quand vous êtes en train de boire une bière tout seul parce que vous n'avez pas d'amis, ou alors que vous regardez un match de foot, ça peut être le petit jeu casse-tête, qui prend pas trop non plus de réflexion, mais qui vous occupe tout en regardant un match un peu pourri comme les matchs de Clermont, par exemple. Allez, prochain jeu, il s'agit de Rune Masters, 23 € Funforge, on en a déjà parlé le mois passé, il est toujours pas sorti, je vais être à nouveau rapide. Un jeu, alors je ne l'ai pas dit, ça c'est donc un jeu de Antoine Prono, illustré par Paul Maffaillan, celui qui illustre le mois passé non plus, je ne trouvais plus, les King of Tokyo. Un jeu très familial de Tower Defense. On va placer notre personnage sur une de ces zones-là. Il y a des monstres qui apparaissent sur les différentes zones qui vont forcément avancer de 1 en 1, et nous on va lancer des dés, et en fonction de ces dés on va pouvoir se déplacer, changer de zone et éventuellement les tuer en plaçant les bons dés sur les bonnes cases. Vous voyez qu'il faut que le bleu aille sur le bleu, que le violet aille sur le violet. C'est comme Papa dans Maman, c'est assez simple. Un petit jeu qui, pourquoi pas, plutôt familial, mais en solo ça peut marcher. Je sais pas s'il y a une très grande profondeur, mais encore une fois, pourquoi pas. Ensuite, dans la même idée que Horror Arkham, on a aussi la réédition du 8e cycle du Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes évolutif, qui s'appelait avant les Terres Sauvages du Rovagnon, si je dis pas de bêtises. Et là c'est Ered Mitrine, c'est encore une fois uniquement la boîte personnage, le paquet scénario sortira au mois de juin. Les personnages, les cartes de deck building, pour le coup, encore une fois, il peut y avoir des errata, mais il n'y aura pas de nouvelles cartes, c'est une certitude. Par contre, les boîtes campagne ont maintenant une campagne, là où avant, c'était pas vraiment des campagnes, c'était des chapitres, des scénarios qu'on enchaînait. Là, maintenant, ils rajoutent une petite campagne. Donc, si vous n'avez pas cette boîte de personnages, achetez-la, parce que c'est super cool, le Seigneur des Anneaux. Si vous l'avez, ça change pas grand-chose, il n'y a pas besoin de réinvestir. Par contre, le mois prochain, quand il y aura la campagne, ça vaut le coup, parce qu'il y a quelques petits bonus, quelques petits gimmicks en plus qui peuvent venir un peu pimper vos différentes parties. Voilà, cycle 8 du Seigneur des Anneaux. Est-ce qu'il y aura le cycle 9 qui est le seul où il me manque des cartes? On verra bien. C'est pas pour tout de suite. Autre jeu, un petit jeu assez simpliste de pose de tuiles qui est une deuxième version, un deuxième jeu dans la gamme. Il y a déjà eu un Trails of Tucana il y a quelques années. On arrive maintenant sur du Tucana Builders.
un jeu de Christian Amundsen, Odsby et Ellis Svensson, qui sont ceux qui ont fait Revive. Pas une très bonne note, 6,7, 1,56 de poids, donc clairement jouer plutôt à Revive qu'à Tucana Builder. Mais bon, on n'est pas là pour juger, on est là pour présenter. Ça sortira chez Matago pour 31 €. Et le but va être de poser des tuiles. Ça va être de rallier les toucans vers la maison bleue, de rallier les serpents vers la maison rouge, de rallier, hop, on va zoomer encore plus, les petits rats vers ces petits singes vers la maison bleue. Enfin bref, c'était pas des toucans, quand ils étaient plus petits, ça me semblait des toucans. Et comment on va faire ça? À chaque tour, on va tirer une carte qui va nous dire, là pour le coup, c'est la carte Joker. Vous posez votre tuile n'importe où sur votre plateau. On aperçoit en dessous que le plateau. Est-ce que je vais pouvoir vous le montrer? Voilà, quand notre plateau est vierge, il y a des dessins de biomes, et donc ça va nous dire, ce tour-ci, vous pouvez placer une tuile à tel endroit, un petit côté qui nous fait penser un peu à du flip and write, etc. Et là, le but va être de faire des chemins pour rallier les différents animaux à leur petite maison. Ça n'a pas l'air top, mais c'est jouable en solo. On arrive quand même plutôt vers la fin. Il nous reste 6 jeux à présenter, dont 3. Je n'ai pas grand chose à vous dire, et pourtant, ce sont peut-être des jeux qui m'intéressent. Tous chez Matago ou presque. Assez peu d'informations de la part de Matago, même sur le site de l'éditeur Matago & Friends, il y a assez peu d'informations, donc on va se contenter de ce qu'il y a en anglais, ce qui est déjà pas mal parce que les jeux sont sortis, mais j'ai pas creusé, j'ai pas regardé des vidéos de gameplay, le but c'était pas de passer 15 ans. Donc tout ça pour dire que Djinn va sortir, Djinn, un jeu de Benjamin Schwer illustré par Denis Lohausen. C'est un jeu qui associe un plateau très 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 marronasse, mais après tout, marron c'est l'Arabie. Donc pourquoi pas, on est très loin du Qatar, mais là on est plus dans les contes de Mille et Une Nuits, avec des djinns, les djinns qui sont pas gentils, en plus de vous faire des culs un petit peu trop gros parce qu'ils sont un peu trop moulants, et bien là ils vont essayer de récupérer toutes les ressources magiques. Donc vous qui êtes des jeunes mages, vous allez essayer, il y a une belle pile au spiel de djinns, vous allez essayer de pouvoir récupérer un petit peu de les ressources. Alors il y a l'air d'avoir un plateau où vous allez pouvoir vous déplacer d'intersection en intersection et choisir un petit peu, waouh c'est un peu trop zoomé, ce que vous voulez, je n'en sais pas vraiment plus. L'esthétique n'est pas fou, mais il y a quand même de bons avis, la boîte est quand même plutôt petite, il a l'air d'avoir des petits rangements, mais je pense que c'est de la truc 3D. Un jeu qui me titille, mais pareil, encore une fois, c'est quand même un peu cher. On est sur du 56 €. Un jeu de difficulté de lourdeur 2,74, donc ça a l'air d'être quand même plutôt accessible. Ça me titille. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'y jouer, mais ça me titille. La grosse sortie de cette année. Je vais pouvoir faire mon coming out parce que je ne vous en ai jamais parlé, mais je vais pouvoir enfin jouer en solo à un jeu que j'aime beaucoup. Il s'agit de Lorcana, Disney Lorcana, un jeu auquel je joue sur Pixelborn, qui est une version illégale mais tolérée pour jouer en ligne avec des fausses cartes virtuelles, mais qui marche très très bien à la manière d'un Hearthstone ou de Magic Arena, etc. Et je vais pouvoir sortir ma collection de cartes Lorcana parce que ça y est, Lorcana va pouvoir être joué en solo, en tout cas en partie, avec le 4e chapitre. Le chapitre, le secret, je crois, d'Ursula. Eh bien, il va y avoir un mode. C'est pas une extension, un mode à part qui va être un mode coopératif où on va jouer contre un deck PvE comme on peut avoir dans Hearthstone justement, où il y a une partie avec tous des decks où il va falloir essayer de créer son propre deck pour contrer spécifiquement le type de deck de l'adversaire. Donc voilà, vous pourrez jouer avec toutes vos cartes, mais pour l'instant vous n'aurez qu'un adversaire avec son propre deck de cartes, ça sera assez limité, mais c'est un bon moyen de faire découvrir l'Orcana à d'autres personnes et peut-être de donner envie des joueurs de jeux de société de se lancer dans l'Orcana et d'aller dans la folie du TCG. Donc là c'est ce qu'on nous propose, on a donc un deck, la boîte ça sera une boîte où tout est compris, hein. Pour 1 à 2 joueurs, vous aurez 2 decks pour jouer contre Ursula, vous aurez le deck Ursula, vous aurez un booster apparemment à ouvrir pour celui qui arrive à tuer qui arrive à tuer Ursula. Et moi clairement je l'ai acheté, j'ai même déjà précommandé, hein, j'ai claqué mon petit billet pour avoir les tapis, pour avoir les decks, pour avoir une petite display comme pour agrémenter ma collection, hein, parce que j'ai quand même plus de 1000 cartes Lorcana. Bon c'est facile, hein, il faut les avoir toutes en 4 exemplaires. Mais j'ai une belle collection Lorcana, donc je suis pressé, ça sort officiellement le 31 mai, parce qu'on est passé sur le dernier jour. 31 mai si vous l'achetez en boutique en ligne, 17 mai si vous l'achetez en boutique réelle. Attention, il risque d'y avoir quand même pas mal de pénuries, il va falloir peut-être précommander. Alors ce mode-là, multijoueur, je pense que ça vous l'aurez. Mais par contre, pareil, si vous cherchez des boosters, vous en aurez. Les decks de démarrage, vous en aurez. Mais si vous cherchez des petits trucs un petit peu bonus, des petits trucs un peu exclus, il va falloir les précommander parce que ça va aller un peu vite. Moi, j'ai précommandé sur Ludum
parce que les boutiques près de chez moi, ils ouvraient toujours pas les précommandes, et j'avais peur quand même de louper ce truc de mode solo, donc je l'ai précommandé, tant pis, je l'aurai 2 semaines après les boutiques, mais de toute façon, je reprends le travail à peu près au moment où le jeu sort, donc c'était pas pressé. Voilà, on a également cette semaine un nouvel épisode de Carte Aventura. On en a parlé, je crois, le mois passé. Hein, c'était quoi? C'était les 3 mousquetaires le mois passé. Et ben là, c'est Résistance. On se trouve en 1943, en Normandie, comme c'est étonnant. Un jeu, et ben, toujours par blâme. Je vous ai déjà donné mon avis sur Carte Aventura le mois passé. Est-ce que c'est vraiment un jeu ou pas? Est-ce que c'est bien ou pas? Toujours est-il que c'est pas cher, que c'est 13 €. Apparemment, vu tous les retours, quand j'ai dit le mois passé que je trouvais pas ça fou, et ben vous avez été pas mal à soutenir Carte Aventura. Et ben voilà, il y en a un de plus. Jetez-vous dessus, ça fera plaisir aux éditeurs. Petite extension pour World Wonders de Super Meeple, un jeu de Zemendes illustré par Odyssey Stamoglu. Ça s'appelle Mundo parce que, eh bien, il y a des nouvelles. Des nouvelles quoi? Merveilles du monde, c'est plutôt sur les merveilles antiques avec le Sphinx, etc. Les pyramides, les statues de Pâques. J'imagine donc que le World Wonders actuel, c'est plutôt sur les merveilles du monde actuelles. Je l'ai devant moi sous blister, je l'ai acheté. J'avais pas reçu de l'éditeur en janvier, je l'ai acheté, mais j'ai toujours pas testé finalement. Et bien, il y a une extension qui sort qui va rajouter du coup des petits scorings supplémentaires et des petites conditions de placement. On arrive sur les 2 derniers jeux. On va être assez rapide. Le premier, c'est Senjutsu Battle for Japan qui sort au prix de 59 € chez Matago. Un jeu qui est sorti en Kickstarter, qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, ou qui va arriver, qui sort en même temps en boutique dans sa version classique. C'est un jeu où on va avoir chacun un petit deck de cartes, de 40 cartes, qu'on va pouvoir avoir un deck préconstruit ou créer. Et sur ces cartes, en fait, ça va nous donner un peu des priorités, ça va être une planification. Donc on va choisir la carte qu'on va jouer. Vous voyez qu'en haut à gauche, il y a une petite valeur. Celui qui joue la carte de plus forte valeur va avoir la priorité, va jouer en premier, donc va faire les actions qui sont écrites sur la carte. Et donc on va un peu planifier ce qu'on va faire, sachant que le but ultime va être de se déplacer sur ce petit plateau et de foutre la race aux autres joueurs. Je sais pas trop si ça peut être bien en solo, si on joue contre un automa, je sais pas trop. Ça m'intéresse à moitié, j'aime bien le thème japonais, mais clairement la manière dont l'iconographie, comment c'est écrit sur les cartes, ça a l'air un petit peu chiant et un peu complexe quand même. Donc pour moi, Senjutsu Battle for Japan, je vais passer, mais je sais qu'il y a quand même pas mal de gens qui l'ont acheté sur Kickstarter, et donc je sais pas si elles seront ravies ou pas, mais vous me le direz sûrement en commentaire. Et enfin, le dernier jeu dont on va parler, celui dont je sais le moins parce qu'il est 1h45 quand je tourne du matin, et que j'en ai marre, j'ai eu la flemme de préparer, et pourtant c'est le jeu le plus énigmatique. Il est dans les prochaines sorties depuis un certain temps. Je trouve la couverture franchement magnifique. Il s'agit de Havenfall, aussi édité, localisé par Matago, même prix, 59 € je crois. Stefano Di Cilio et Martine Motet. Un jeu qui se veut apparemment, de ce que j'ai pu comprendre, un peu comme du Res Arcana, avec une création de moteur. Alors les cartes sont un petit peu spéciales, hein. Est-ce que c'est beau ou est-ce que ça fait flipper? Oui, c'est plutôt beau, mais ça a l'air d'être un peu chargé, un peu spécial, parce que là on a des cartes qui font plutôt fantasy, et là on a des cartes au-dessus avec un chat qui lui fait pas du tout fantastique. Ça a l'air d'être un peu spécial. Apparemment il y a quand même pas mal il y a un peu de majorité, un peu de jeu de positionnement, de hand management, de création de moteur. Il y a vraiment des contrastes. Vous voyez ce plateau très jaune, très univers un peu automnal, et puis ces cartes-là, franchement, c'est très attirant. J'en sais pas vraiment plus, ça a l'air d'être un peu chargé, j'ai pas l'impression que l'iconographie soit très claire, mais il a quand même, je crois, des bonnes notes, hein. 7,8, 2,94 au niveau du poids. Un jeu qui me tente, mais j'en sais vraiment rien, et pour le coup la fiche Matago c'est vierge, il n'y a aucune information, et là si on suit juste BGG, hein, ils disent que c'est un jeu drivé par les cartes avec la création de moteurs et des mécanismes à la fois nouvelles et familières pour un jeu de 1 à 4 joueurs. Donc voilà, je n'en sais pas plus, mais ça donne envie, il est vrai. Voilà, on a parlé des 29 jeux, on a 44 minutes que je parle, c'est beaucoup trop long. Mon Dieu, vous êtes sûrement déjà parti depuis un temps certain. Désolé d'avoir été aussi long, j'essaierai de raccourcir un petit peu la prochaine fois. Pour ceux qui sont encore là, et qu'est-ce que j'attends? Faut savoir qu'il y a 3 jeux que j'ai déjà dans ceux-là. J'ai déjà Marvel Dice Throne, j'ai déjà Littoral, et j'ai déjà Eternitium. Clairement, Dice Throne, je l'aurais acheté, même si je ne l'avais pas reçu. Littoral, je n'en aurais
pas du tout entendu parler si je l'avais pas reçu, et je serais passé à côté de quelque chose si vous cherchez surtout en multijoueur, à la plage, à l'apéro, etc. C'est un très bon jeu. Mais sinon, moi, ce qui me chauffe vraiment là-dedans, et ben, c'est Lorcana. Lorcana, je vais vraiment pouvoir enfin y jouer en solo. Moi, j'ai pas envie d'aller dans une boutique jouer avec d'autres personnes que je connais pas. J'ai joué un petit peu du coup sur internet, sur Pixelboard, mais c'est vrai que c'est pas pareil. Moi, j'aime bien finalement ce petit côté jouer tout seul et contre un automa. Et là, ça sera pas un automa pour le coup, c'est un ennemi, un joueur, à l'environnement. Donc, très pressé de pouvoir tester ce mode coop / solo. Et il y a ISS Vanguard qui me titille, franchement, 155 €, sachant que j'ai tendance à acheter en plus souvent des extensions quand je prends des jeux. Ça pique. Clairement, c'est le jeu qui me font le plus envie. Il y a Smasher Scotch Battler qui m'intrigue franchement, mais j'ai vraiment peur d'être déçu, mais c'est sûr que je vais l'acheter. Et puis forcément, je vais acheter aussi le petit microgame de Matago, même si je vais probablement être déçu. Mais voilà, il n'y a pas non plus des énormes sorties ce mois-ci, pas mal de jeux qui ont l'air plutôt bons, qui ont l'air d'être plutôt des jeux familiaux, pas de jeux très, très profonds à mon avis, mais il y a quand même de quoi faire. Bien sûr les extensions JCE pour ceux qui aiment le JCE, mais voilà, ISS Vanguard et Lorcana, pour moi ça sera les deux priorités je pense ce mois-ci. Voilà, encore une fois ça a été très long, désolé, en plus je tourne avec peu de lumière donc j'espère que ça sera quand même agréable à regarder. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, ciao ciao.